Donc ce soir, parlons des croissances, hein, nous allons parler des croissances. Et pour cela, merci donc à nos deux intervenants. Merci Michel Lepezan, merci Thierry Follavoine d'avoir accepté cette invitation à propos d'un livre que nous avons eu le plaisir d'éditer aux éditions Utopia, qui est La décroissance, hein, et ses déclinaisons. On va rentrer dans le détail, bien évidemment, de ce livre avec nos intervenants. Thierry Follavoine, qui est le président de la Maison commune de la décroissance, qui est l'auteur du livre, en réalité, même si, bien évidemment, derrière une maison commune, il y a des gens et des gens qui écrivent. Tu es le président, Thierry, de la Maison commune de la décroissance, et tu es intervenu depuis 2017 ou 2007 même dans les différents réseaux de la décroissance, notamment en étant candidat sous cette étiquette de la décroissance dans différentes élections, et un militant actif effectivement de la décroissance. Michel, tu es toi, le fondateur de la Maison commune de la décroissance. Tu es également le porte-parole officiellement, hein, même si il y a d'autres porte-paroles peut-être, hein, de la Maison commune de la croissance. Alors, Michel, on te connaît bien parce qu'on a déjà édité un de tes livres qu'on a relu il n'y a pas très longtemps, et on a vu qu'il n'a pas perdu également de sa pertinence, hein, qui est politique, je le mets ici pour voir, politique de la décroissance, hein, proposition pour penser et faire la transition, hein, c'est politique entre guillemets avec un S, et petite nouvelle d'aujourd'hui, il va y avoir une traduction en espagnol l'année prochaine de ce livre. Tu as également publié récemment, il n'y a pas très longtemps, Inconditionnel, Anthologie des revenus universels avec Baptiste Milando, qui est notre auteur d'ailleurs d'Utopia. Et c'est intéressant également, notre décroissance. Notre décroissance n'est pas de droite, donc ça voudra dire qu'il y a peut-être plusieurs décroissances et peut-être des décroissances de droite. Et ça serait, je pense, intéressant effectivement d'en parler. Et puis donc ce dernier livre, il y a, j'ai oublié de le dire, on a des illustrations de Jean-Luc Coudray, je ne sais pas s'il est là, il nous écoute, mais qu'on le remercie, parce que ces illustrations sont très bien. On avait prévu quelques petites affiches, mais bon, pour des raisons logistiques, elles ne sont pas arrivées, mais bon, voilà, mais vous avez ces dessins, effectivement, dans ce livre, et puis une préface de Timothée Paré que beaucoup connaissent, j'imagine, et qui vient de publier cet ouvrage aussi sur ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. Voilà. Alors comment nous allons fonctionner pendant une petite heure, donc on va discuter, vous allez aussi présenter ce livre, et puis ensuite, bien sûr, que ce soit au niveau des internautes ou du public, vous pourrez bien évidemment poser des questions, c'est de manière très très ouverte et très très libre. Alors, je pense que ce serait intéressant quand même que vous nous disiez deux mots sur la Maison commune de la décroissance, parce que je présume que tout le monde ne connaît pas la Maison commune de la décroissance, si les gens qui suivent de près effectivement l'activité de la croissance. Et puis moi je voulais simplement, parce qu'il y a un truc qui est bien foutu, c'est un glossaire, ça a l'air de rien, mais ce glossaire est très bien fait sur tous les mots de la décroissance. C'est son monde, on peut dire, tout ce qui tourne autour, et qui est très bien fait. Je sais que c'est très difficile de faire un glossaire. Nous, on a essayé d'en faire pour le Manifeste Utopia, et on s'est heurté à capitalisme, et on a mis 3 mois avant d'arriver à définir ce mot, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, d'entrées possibles. Mais là, vous avez réussi ce glossaire. La décroissance, l'ensemble des mesures démocratiques, chaque mot, je pense, est important et pesé, hein, qui organise la vie sociale pour que nous repassions sous les plafonds de l'insoutenabilité écologique en organisant la décrue de l'ensemble de la chaîne économique, extraction, production, consommation, exécration, donc les déchets. Voilà, c'est votre définition. Je ne sais pas si vous les avez bougé depuis, peut-être, parce que je pense que la Maison commune, c'est aussi un mouvement, donc ça bouge, c'est en faisant des choses qu'on évolue aussi. Mais je vais arrêter de parler et je vais tout de suite passer la parole à Thierry et ensuite, bien évidemment, à Michel, et vous interviendrez tous les deux selon le rythme que vous souhaitez pour présenter et parler de cette Maison commune de la décroissance. Donc bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux personnes derrière les écrans. Donc la Maison commune de la décroissance, elle est née en 1917.
C'était une année de révolution, puisqu'on a mis 2 ans, de 2015 à 2017, de processus où on s'est rencontrés tous les 3 mois, en vrai. À l'époque, nous n'avions pas Zoom. Et nous avons, pendant 2 ans, essayé de tirer les leçons de 7 à 8 ans d'expérience commune, à la fois d'engagement politique dans le cadre d'un parti politique qui s'appelait le Mouvement des Objecteurs de Croissance, où on a participé à des élections européennes, notamment en 2009 et en 2014, et puis à diverses élections françaises, législatives et régionales et cantonales également. Et on était en parallèle impliqués dans des alternatives concrètes, Michel sur le réseau des monnaies locales complémentaires, moi sur les jardins partagés en ville, la question de l'habitat partagé. Donc on était impliqués dans le livre de Michel de 2013 et les 3 pieds sur la question des alternatives concrètes, la question du champ politique. Et puis on a un site, ladécroissance.xyz, qui porte tout un corpus de textes qui permet une critique du monde dans lequel on est, et aussi une vision avec des idées, et l'idée de porter une philosophie politique autour de la question de la décroissance. Depuis 2017, mais dès 2007, on a organisé tous les ans, tous les étés, des rencontres estivales où l'idée c'était justement d'approfondir cette question de la décroissance, de la clarifier, de dresser des perspectives, notamment politiques, puisque nous, c'est ce qui particulièrement nous intéresse et nous incombe quelque part. Et puis, on a participé à toute une série de mouvements, de convergences avec différentes organisations. Et on a tiré les leçons que c'était pas forcément hyper productif, voire contre-productif. Et là, ces 2 dernières années, on s'est impliqué dans 2 mouvements, les états généraux de la société écologique post-urbaine, donc tout un travail de réflexion sur ces grandes métropoles, la critique de la métropolisation, mais comment on envisage une société qui se démétropolise, avec toute une série d'universitaires, d'organisations, de grosses associations françaises. Il y avait le mouvement des Colibris, le collectif des associations citoyennes et bien d'autres. Et on a participé le 1er et 2 avril de cette année à la création de l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance à Clermont-Ferrand, avec une série d'universitaires, et notamment à l'initiative de Arnaud Dimer et de Timothée Paric. Et donc l'an dernier, on s'est attelé à la tâche d'un ouvrage, justement pour sortir, parce que le sous-titre, c'est un peu l'objectif du livre, c'est pour sortir des clichés et des généralités, et comment on aborde la décroissance et ses déclinaisons. Et donc un ouvrage qui a été coordonné par Michel Lepezan, avec de nombreuses contributions de sa part, et des contributions d'autres adhérents de l'association, dont Fleur est présente, dont Annick également, et d'autres qui ne sont pas là. Donc c'est un travail collectif, puisqu'on a tout le plan, on l'a travaillé ardemment. Et puis, juste pour finir, ça ouvrira les perspectives. Là, on a 5 ans d'expérience au niveau de la maison commune, et là, on vient d'avoir la très bonne nouvelle d'une attribution d'un financement de la Fondation pour le progrès de l'homme, qui va nous embarquer dans une autre dimension, puisque la modique somme de 4 zéros, donc je vous laisse deviner. C'est important. Donc là, on passe à un autre stade, avec probablement le recrutement d'un ou d'une permanente, et des productions complémentaires à cet ouvrage, sachant que en plus du site, nous éditons des petits livrets sur Mais comment décroître, MCD, Mais comment décroître. Donc je finis là pour la présentation. Si tu veux ajouter un point sur la MCD. Donc par rapport au livre, donc on a décidé avec Michel d'aborder en 1 heure, en 4 temps. Je vous les indique, comme ça vous pourrez vous repérer dans ces temps-là. Donc
la première question, c'est pourquoi présenter un livre sur la décroissance? La deuxième, c'est... Nous, en tant qu'éditeur, on a des réponses. En quoi le livre de la MCD est un livre de décroissance politique? Deuxième question. Ensuite, troisième, c'est pourquoi il est difficile de penser la décroissance comme transition? Et enfin, on essaiera de dresser des pistes et des utopistes pour faire la décroissance comme transition. Voilà. Bien. Alors, si je comprends bien, c'est à Michel. Non, mais reste, Non, reste sur toi. Je démarre. C'est toi qui démarres. Oui, c'est moi qui démarre. D'accord. Donc, c'est cette question un peu bizarre. Pourquoi présenter un livre sur la décroissance? Bon, le mot décroissance, ces derniers temps, là, on sent il est de plus en plus présent dans le discours médiatique, bon, souvent dans la bouche de nos adversaires politiques. Alors, j'ai pas refait l'expérience sur Google Trends qui permet d'évaluer la fréquence de l'usage du mot décroissance, mais depuis 2008, l'usage, alors si on regarde de gauche à droite pour vous, l'usage c'est comme ça quand même, c'est en décroissance, c'est-à-dire qu'on emploie moins le mot qu'en 2008. Aussi bizarre. Alors il y a peut-être une remontée avec cette dernière année, mais... Donc je réponds d'emblée, on y va. Je regardais la télévision l'autre jour sur BFM TV et j'ai eu la surprise d'entendre Roselyne Bachelot défendre la décroissance. Son argument consistait à dire, de toute façon, alors en gros il était en deux temps, la décroissance est inévitable. Ça j'aurai l'occasion d'y revenir pour dire que heureusement que, ça va peut-être surprendre, mais heureusement qu'elle est évitable, parce que du coup elle reste une question politique, car une décroissance inévitable serait immédiatement dépolitisée, c'est-à-dire qu'elle serait éventuellement individualisée, on va le voir immédiatement. Donc, mais dans un premier temps, elle commençait par dire la décroissance inévitable, et son deuxième temps était de dire, de toute façon, il ne faut rien attendre des gouvernements. Là, je pense qu'elle parle d'expérience, et je dirais qu'elle en est la preuve vivante. Il ne faut rien attendre des gouvernements, et elle rajoutait du coup, seules les actions individuelles pourront changer les choses. En fait, la décroissance qu'elle appelait de ses voeux était uniquement la décroissance des petits gestes et totalement individualisée. C'est-à-dire qu'en gros, sa proposition était en deux temps, qui était, je dirais, presque les deux faces de la dépolitisation de la décroissance. C'est inévitable. Et de toute façon, ce n'est pas une activité publique, c'est une affaire de petits gestes individuels à la maison. N'oubliez pas de fermer le robinet. Alors, ça, c'est quand même déjà très très surprenant. Voilà quelqu'un, on était très très étonné, comment dire, d'entendre Roselyne Bachelot parler de décroissance. Et effectivement, en même temps, elle aurait mieux fait de se taire. Et en même temps, comme tu l'as dit, effectivement, Thierry, nous trouvons des gens qui, et c'est typique de ce que faisait Roselyne Bachelot, qui emploient le terme de décroissance, et on se demande bien ce qu'il veut dire, et puis il y a ceux qui n'emploient pas, et ils auraient mieux fait de l'employer. Donc on se pose effectivement cette question-là. Donc, premier élément de réponse, je vais faire plusieurs éléments de réponse qui vont s'enchaîner plus ou moins. Le premier, c'est que, me semble-t-il, même les plus ardents défenseurs de la décroissance ont du mal à mettre en avant la dimension systémique ou systématique de la décroissance. C'est-à-dire ont du mal à mettre en avant une ambition systémique, intégrale, totale, on peut dire ce que l'on veut de la décroissance. On va trouver par exemple, je vais m'amuser d'emblée à taquiner Denis. Je me rappelle d'une discussion il y a assez longtemps à Utopia pour savoir si vous deviez employer le terme décroissance. Je veux dire que j'ai beaucoup aimé cette réunion parce que c'était à cette occasion-là que j'ai fait la connaissance de Baptiste, qui est devenu un très proche maintenant. Et il y avait beaucoup de réticences sur le mot qui n'était pas sexy, qui n'était pas bien, qui n'était pas marketing, qui était négatif.
qui était négatif, donc il fallait surtout pas employer un mot négatif parce qu'il y avait le D dedans. Donc j'imagine que les mêmes aujourd'hui doivent dire qu'on ne peut pas être anticapitaliste parce que vous comprenez bien que dans anticapitalisme il y a anti, c'est pas bien. J'imagine que les mêmes ne sont pas non plus antiracistes, surtout pas, hein, parce que dans antiraciste il y a anti, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Donc on est quand même assez étonné de la faiblesse dans ce cas-là de l'argumentation, et on voit bien que si on trouve que le mot D derrière croissance est négatif, c'est parce que c'est facile de comprendre que si le D est négatif, c'est parce que fondamentalement la croissance est positive. Et dire que le mot décroissance est négatif, c'est tout simplement autant de le dire explicitement que vous défendez la croissance. Et donc, et en particulier, dans ces, mous qui peuvent, accompagner une sorte de « ah, c'est pas tout à fait le bon mot », on trouve une variante assez amusante qui est la variante de l'esquive, qui consiste à dire « non, la décroissance c'est pas mal, mais tout ne peut pas décroître ». Donc nous trouvons là, à ce moment-là, des défenseurs qui eux-mêmes se définissent comme des défenseurs de la décroissance sélective. La décroissance sélective. On peut se permettre de le dire. À Attaque, par exemple, ils sont particulièrement nombreux. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui va oser dire qu'il est contre la décroissance, mais quand même, il faut juste qu'elle soit, sélective. Évidemment, autant citer, c'est Jean-Marie Haribey qui en est le champion toute catégorie. Je m'amuse à le titiller sur les listes d'attaques régulièrement, et il redémarre aussitôt avec les mêmes arguments en disant « ça fait 10 ans que je donne les mêmes arguments, etc. » Alors la décroissance sélective, elle est encore une fois amusante. J'imagine que vous imaginez bien quelqu'un, que penseriez-vous de quelqu'un qui dit « moi je suis un anticapitaliste sélectif, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire », et encore plus amusant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous imaginez bien quelqu'un qui dit « non, moi je suis un antiraciste sélectif ». Oui, c'est-à-dire que moi je suis raciste uniquement... je suis pas raciste avec les Noirs, mais je suis raciste avec les Chinois. J'espère que tout le monde comprend bien qu'à ce moment-là, présenter un antiracisme sélectif ou un anticapitalisme sélectif, eh bien, je le dis clairement, c'est aussi ridicule que de présenter une décroissance sélective, parce que décroissance sélective, oui, c'est de dire, oui, mais il y a des domaines qui doivent croître, il y a des domaines qui doivent décroître, on ne sait pas si c'est, en volume ou en valeur, enfin bon. Bon, moi, disons-le très clairement, défendre une décroissance sélective, faire la moue sur, le terme de décroissance parce qu'il serait négatif, c'est passer à côté de l'ambition systémique ou systématique de la décroissance. Et ça me semble un point très très important. On pourra en discuter à la fin. On pourra en parler à la fin, mais c'est ce que nous avons mis, nous, d'emblée, dans notre introduction, première phrase, parce que c'est au fond, essayons, tout le livre n'est qu'un commentaire en réalité de cette première phrase. Le point de départ, en plus on dit que c'est le point de départ, donc je crois qu'on en est assez conscient, le point de départ d'une critique de la croissance, c'est la prise de conscience que le succès de la croissance tient à l'extension de son domaine. Au départ, la croissance est juste un concept économique, dont l'indicateur est le PIB, mais il est devenu un monde et une idéologie. Moi, j'aime beaucoup reprendre l'expression d'un camarade italien qui s'appelle Onofrio Romano et qui parle, lui, de régime de croissance. Et j'ai découvert aussi récemment les travaux de quelqu'un qui s'appelle Matthias Schmelzer, qui est un Suisse-allemand, qui publie un livre, The Hegemony of Growth, dans lequel, précisément, il montre, lui, il parle de paradigme de croissance, et il distingue entre l'esprit de croissance et le paradigme de croissance. Et au fond, s'il y avait une seule chose à retenir de tout ce que nous allons pouvoir dire ce soir, c'est cela: quand nous critiquons la croissance, nous ne critiquons pas simplement l'utilisation du concept de croissance dans la sphère économique, nous critiquons l'extension intégrale, et moi j'hésite pas à dire totalitaire, de la notion de croissance à l'ensemble de la société, c'est-à-dire à l'ensemble des rapports sociaux et des rapports écologiques de vie commune. Alors, avançons d'un petit pas, cette extension du domaine du concept économique de croissance à l'ensemble de la société, il faut là rendre au pape ce qui est à Serge. C'est quand même Serge Latouche qui, le premier, a vraiment mis en avant cette idée d'une décolonisation de l'imaginaire, à savoir que là où la croissance est hégémonique, ce n'est pas simplement parce qu'elle serait une boussole de l'économie, mais parce qu'en réalité, elle
colonise nos imaginaires, ou elle occupe nos temps de cerveau disponibles, pour reprendre une formule qui a eu en son temps son succès. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important de voir qu'effectivement, la domination, l'hégémonie alors du paradigme de croissance ou du régime de croissance, il ne porte pas simplement sur l'économie. Et on peut rajouter aussitôt... Et quand Jean-Marie Haribey dit « mais vous vous trompez, vous ne comprenez pas, ce qui intéresse les économistes, ce n'est absolument pas la croissance, c'est le rendement du taux de profit sur le capital investi », c'est sa formule préférée, en fait il a raison. Il a raison. Les capitalistes ne s'intéressent pas fondamentalement, au PIB et à la croissance. C'est effectivement ce qui les intéresse, c'est, le profit. Sauf que nous ne sommes plus simplement dans un monde capitaliste. Nous sommes dans un régime de croissance. Et pour le dire autrement, la croissance n'est pas une boussole économique. Et Jean-Marie Haribey a raison de taper sur les doigts de certains décroissants qui disent c'est la boussole de l'économie. Mais non, c'est pas la boussole de l'économie. La boussole de l'économie, dans le monde capitaliste, c'est le profit. Mais la croissance, c'est une boussole politique. C'est la boussole politique dont a besoin éventuellement un monde économique, mais ça dépasse et ça envahit très largement beaucoup d'autres domaines. Donc il faut rendre à Serge Latouche, c'est-à-dire cette idée effectivement de la colonisation, même si, en même temps, c'est le même Serge Latouche, je dirais, qui d'emblée nous a mis le loup, le flou, le loup. Parce que même quand vous avez le livre en vente à côté, dans son petit cossage, on trouve très vite chez Serge Latouche l'idée que la décroissance est un concept flou. C'est-à-dire, comme Paul Ariès aime bien dire que la décroissance est un mot obus, bien là, moi je pense que quand d'emblée le spécialiste de la décroissance Serge Latouche dit que c'est un mot obus, concept flou, pardon, il se tire un obus dans le pied. Et moi je pense que c'est quand même... Si d'emblée vous commencez à dire que ce dont vous parlez, c'est flou, c'est nébuleux, et on le voit assez rapidement, quand le 7 octobre, il y a eu un article dans Le Monde qui présentait la décroissance, fait par Abel Mestre et Julie Carriat, immédiatement, tous les courants d'Europe Écologie Les Verts reconnaissent qu'il faut sortir du culte de la croissance. Et on va trouver dans Utopia, c'est l'un de vos piliers aussi, la critique du culte de la croissance. Seule une partie d'entre eux reprennent le mot d'ordre de décroissance. La notion floue et complexe est perçue comme anxiogène, contre-productive, électoralement. Effectivement, si d'emblée vous commencez à dire que la notion est floue, et si vous ne faites pas le travail préalable, conceptuel, philosophique de définition, et si d'emblée ça vient, des personnes qui elles-mêmes parlent de la décroissance, j'aurais quand même mal parti. Donc moi, mon obsession personnelle, et j'ai la chance qu'elle soit soutenue par tous les copains et camarades, de la maison commune de la décroissance, c'est de faire ce travail conceptuel de définition théorique qui, me semble-t-il, n'a pas été assez fait. On est d'emblée parti. Je m'étais un jour moqué de Fabrice Flippo. Lui aussi, on va trouver explicitement, dans un article qu'il avait publié vers la fin... il y a longtemps, je ne me rappelle plus quand exactement, mais il y a une dizaine d'années dans la revue du MOS, il y avait 23 fois l'emploi du mot décroissance, pas une seule définition, si ce n'est que c'était nébuleux en brouillard, et un brouillard. Oui, bon, dans le brouillard, ceux qui ont fait un peu de philosophie, c'est que dans le brouillard, toutes les vaches sont grises, disait Hegel, et c'est quand même pas très facile d'arriver à faire quelque chose avec ça ensuite. Et donc, quand on lit explicitement Serge Latouche, il dit « Il faut entendre ce terme dans un sens littéral, celui d'une inversion de la courbe de croissance du PIB. » Ça fait du bien aussi quand même de lire ça. Parce qu'une inversion de la courbe de croissance du PIB, c'est un nom très explicite pour l'économie. Ça s'appelle une récession. Là aussi, c'est un lieu commun de beaucoup de décroissants, malheureusement, qui vont dire « Ah non, c'est surtout pas la récession. La décroissance n'est pas la récession. » Si. La décroissance, c'est la récession. La récession, c'est un concept économique défini économiquement, c'est la baisse consécutive pendant au moins 2 trimestres du PIB. Si vous croyez que la décroissance, c'est-à-dire le retour sous les plafonds de la soutenabilité écologique, ça va se faire en moins de 2 trimestres, vous rêvez.
C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus long que 2 trimestres. Alors les économistes ont un mot, hein, quand les récessions durent. C'est un joli mot. Ouais, ils m'enchantent. Ils appellent ça une dépression. Je comprends qu'ils soient déprimés. Hein. Mais c'est une dépression. Une dépression, qu'est-ce que c'est? C'est une récession longue qui est subie. Mais une récession longue qui n'est pas subie, qui est choisie, démocratiquement engagée, ça s'appelle la décroissance. La décroissance est une récession longue qui est choisie. Donc là, j'aime beaucoup quand Serge Latouche dit ça, et il dit, donc, un sens littéral, celui d'une inversion de la courbe de croissance du PIB, ça a des statistiques fétiches censées mesurer la richesse, et puis un sens symbolique, décroître, c'est sortir de l'idéologie de la croissance. C'est là où moi, ok pour l'idéologie, mais je pense que c'est beaucoup plus qu'une idéologie, c'est aussi un monde, ce sont des modes de vie, on va avoir le temps d'y revenir, et malheureusement, cette idéologie de la croissance, Serge Latouche, dans le petit que sais-je, la réduit au productivisme. Or, malheureusement, si on prend, et on a beaucoup travaillé avec Timothée quand il a fait son livre, et puis on en a beaucoup discuté quand on a fait le nôtre, quand on reprend la chaîne de l'économie, et ça structurera tout ce que nous appelons les déclinaisons, quand on regarde la chaîne de l'économie, extraction, production, distribution, consommation, excrétion, les déchets. Alors au départ, nous, on n'avait pas trouvé le dernier mot en expression, donc on disait déchettisme, et puis un jour, Timothée a dit, moi j'ai trouvé le mot ancien qui se termine, c'est expression, bon, les excréments, expression, voilà, alors là, super, ça y est, on a trouvé 5 mots anciens. Eh bien non, l'idéologie de la croissance, c'est-à-dire ce qu'on va appeler régime de croissance ou, paradigme de croissance, ce n'est pas que le productivisme, c'est l'extractivisme, c'est, le consumérisme, c'est le déchettisme. Et je crois que là, il faut... je ne vais pas dire que Serge Latouche ne sait pas que c'est la société de consommation, il le sait évidemment. Voilà. J'avais prévu d'autres choses, mais on a un temps, donc je me tais. Fondamentalement, ce que l'on peut reprocher à qu'est-ce qui peut justifier un nouveau livre sur la décroissance? Et nous, on a beaucoup aimé quand je t'avais envoyé le premier texte, et tu as dit, même nous qui prétendions, je crois que tu avais dit, beaucoup connaître la décroissance, nous sommes étonnés de voir effectivement, et cette extension du domaine de la croissance, eh bien, doit amener une extension de la notion de décroissance. Oui, je corrobore ce que tu dis, effectivement. Ce qui nous a intéressé, c'est que c'est peut-être la deuxième phase de la décroissance. Tu faisais allusion à nos discussions, il y a même plus que 10 ans, c'était il y a 14 ans. Il y a 14 ans, effectivement, la décroissance était considérée comme uniquement une décroissance économique. Là, il y a un travail qui a été fait au début, un peu par Serge Latouche et quelques autres, et par vous, pour la faire passer dans le champ politique. Et c'est ça qui nous a intéressés dans ce livre. On n'est pas dans nos discussions d'il y a 14 ans. Il y a 14 ans, on avait refusé ce mot décroissance parce que c'était trop l'homo economicus. On restait dans le domaine étroit, effectivement, de l'économie. Là, vous avez une extension, c'est la décroissance, c'est son monde, et là, c'est autre chose. C'est ce qui nous a intéressés. Alors peut-être qu'il faudra avoir à nouveau la discussion, on verra. On n'en est pas là, mais je voulais préciser ceci. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on sort du domaine franco-français des recherches, et qu'on va regarder en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, quand on va regarder aux États-Unis, il y a là maintenant de plus en plus tout un travail qui est fait et qui fondamentalement est toujours sur le domaine étendu, sur l'extension, bon, c'est la référence à Houellebecq, hein, l'extension du domaine, de la croissance. Et là, on a cela et on a cette politisation. Et donc c'est... En tout cas, merci Denis de constater qu'on arrive à une deuxième phase de la décroissance, et c'est ce en quoi on veut vous donner envie de lire ce livre sur la question de la décroissance politique. Et quand on parle de livre, l'idée c'est aussi de faire référence à d'autres ouvrages. Et on a un ouvrage qui est paru assez récemment quand même, que certains d'entre vous ont peut-être déjà lu et qu'on vous invite à lire, et qui va nous aider à répondre à cette question sur le fait que cette absence de vision systémique chez les gens qui utilisent le mot décroissance, est-ce que c'est pas une réticence à entrer dans le domaine de la politique ? Et donc le livre auquel on veut faire allusion, et
je vais lire un certain nombre d'extraits de manière à pouvoir engager le propos sur cette question de la décroissance politique. C'est celui de l'atelier paysan sur reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire qui a été publié au Seuil, collection Anthropocène, l'année dernière. Alors, premier extrait, ouvrez les guillemets, nous refusons d'entretenir l'idée qu'une somme, même importante, de démarches minoritaires atomisées puisse subvertir peu à peu l'ordre agricole et alimentaire établi jusqu'à le remplacer. Le mouvement de l'agriculture paysanne, l'atelier paysan inclus, n'est pas la transition en marche, car celle-ci n'a pas commencé. Nous avons des techniques, des marchés et des terres, c'est vrai, des convictions et des désirs aussi, mais pas de stratégie qui les met en cohérence, pas d'espace politique pour la construire. Donc, si la transition n'a pas commencé, ce n'est pas faute d'initiative, c'est faute de leur politisation. C'est un peu l'idée générale de ce livre. Je continue par lire d'autres extraits. Jusqu'à quel point cette impuissance n'est-elle pas devenue une contribution paradoxale à la persistance du modèle industriel ? Donc cette impuissance des alternatives dans le domaine agricole. Mais que l'on ne nous raconte pas qu'on est en train de gagner, que les bonnes pratiques s'étendent et que la société se transforme actuellement dans le bon sens. Le tableau est sévère. Il y a un ensemble de travers assez répandus dont nos propres parcours ne sont pas exempts et qu'il nous a semblé indispensable de nommer pour que les choses changent. Pour décrire cela en un seul mot, dépolitisation. Et deux dernières citations. Derrière l'éthique colibriste des petits pas, nous voyons une réticence à se situer dans un rapport de force pour agir sur les conditions systémiques. Position qui n'est pas réaliste, la simple somme des actions de chacun ne permet pas de changer les conditions globales. La doxa d'un changement positif en marche, d'une transition inéluctablement en route, est tenace et nous étouffe de son apolitisme assourdissant. Je vais laisser la suite à Michel pour qu'il nous dise en quoi ça résonne avec, à partir de cet angle sur le paysage agricole et les alternatives dans ce domaine-là, en quoi le livre permet de développer la question de la décroissance politique. Alors on peut rappeler aussi, c'est dans le livre de l'atelier paysan, qu'il donne à un moment le chiffre de Terre de Liens. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Terre de Liens. Et il rappelle que Terre de Liens, depuis que Terre de Liens existe, Terre de Liens a sauvé, je crois, 220 fermes. Quelqu'un sait-il dans la salle combien de fermes disparaissent par semaine ? Le même nombre. 230. Voilà. Donc, l'atelier paysan ne dit pas. Et donc là, alors ce qui est intéressant, c'est que l'atelier paysan dit deux choses en même temps. La transition n'a pas commencé, et ceux qui disent de la transition, si nous disons, et on va le dire tout à l'heure, que la décroissance politique se prétend une transition, il faut dire que la décroissance n'a pas commencé. Moi, nous, on a des copains qui disent non, mais la décroissance a déjà commencé. Moi, je connais des copains qui sont en autoconstruction avec, des murs en paille, etc. Oui, mais politiquement, qu'est-ce que ça va changer? Donc ce qui est très très intéressant, c'est que l'atelier paysan a une conscience politique extraordinaire. La transition n'a pas commencé et la cause, c'est, comme ils disent, l'apolitisme assourdissant. Donc la question que nous nous posons, et qui est en quelque sorte, si la décroissance est une nuée, c'est le nuage qui entoure notre livre. Acceptons ça et essayons de voir en quoi elles sont politiques et pourquoi elles sont apolitiques et pourquoi elles sont, Moi je ne dis pas apolitique, je dis impolitique. Je pense qu'un grand nombre de démarches sont impolitiques parce qu'elles sont dans des impasses politiques. Je préfère appeler ça des impolitiques. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Ça peut être carrément, elles sont sans politique. Alors après, quand je me demande, mais qu'est-ce que ça voudrait dire une démarche avec politique ? Alors moi, c'est une thèse que je défends et je suis content que la MCD me soutienne là-dedans activement. Faire de la politique, c'est pas simplement agir politiquement, c'est penser politiquement et c'est surtout se souvenir historiquement. Je suis étonné de voir à quel point
un grand nombre d'initiatives qui vont prétendre ensuite, commencer la transition, n'ont en réalité aucune mémoire, je veux dire très clairement, des échecs précédents. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde commence avec eux. Voilà, typiquement, l'idée que le monde commence avec soi, c'est typiquement là un trait caractéristique du régime de croissance. Le régime de croissance, c'est typiquement faire croire à ceux qui, s'y engagent, que le monde commence avec eux. C'est le mythe du self-made man. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, mais j'aimerais bien en rencontrer un. J'imagine que c'est absolument spectaculaire, puisque un self-made man, c'est encore bien ce que ça veut dire vraiment. C'est un monde qui, à lui tout seul, fait le monde. J'imagine que quand il roule, au fur et à mesure, il goudronne la route sur laquelle il roule. Quand il est allé à l'école, je pense que c'est lui qui a fait les murs et qui avait éduqué les profs. De toute évidence, cet homme-là n'est en rien un héritier, et le monde commence avec lui. Bon, vous voyez bien que je me moque là de la Startup Nation. Évidemment, cette idée que le monde commencerait... Non, le monde n'est pas nouveau, le monde était déjà là, et nous aurons l'occasion, je pense, d'y revenir. Et donc, fondamentalement, ce type d'action sans politique, c'est ce que je vais dire un peu maintenant, c'est un monde sans rapport à l'histoire et sans concept, sans travail conceptuel et sans rapport à l'histoire. Sans rapport à l'histoire, rapidement, juste pour l'évoquer, je pense qu'il y a deux façons de passer à côté d'un rapport à l'histoire. On peut passer à côté d'un rapport historique à l'histoire, et on peut passer à côté d'un rapport historien à l'histoire. On passe à côté d'un rapport historien à l'histoire quand tout simplement, quand on se lance dans une initiative, moi j'ai été beaucoup investi dans les AMAP, les monnaies locales, etc., eh bien on croit qu'on est les premiers à faire les monnaies locales. On croit que notre expérimentation, elle est la première, et qu'elle va réussir. Et si vous avez un peu le malheur, de leur dire, mais vous savez, les monnaies locales, il y a déjà eu des tentatives, elles ont toutes échoué, etc. Ah, mais là, nous, ça va être différent, parce qu'avec nous, demain, mon prince viendra, et tout changera. Donc il y a une sorte de mémoire courte, et on avait l'année dernière, c'est l'année dernière au festival. Il y a 2 ans, au festival il y a 2 ans, Thierry qui n'est pas là, Thierry Salentin qui est quelqu'un qui cherche, qui creuse, etc. Et Thierry Salentin avait redécouvert ces gens extraordinaires qui s'appellent les Naturiens. Et François Jarige, après, a fait un livre sur les précurseurs. Mais il le remercie parce que c'est vraiment, Thierry qui a exhumé les textes. Les Naturiens, quand vous lisez les Naturiens, qui sont des anarchistes de la fin du 19e, début 20e, il y a un petit précurseur, vous l'avez là, je pense, absolument formidable. Vous voyez qu'ils ont énormément déjà tenté. Il y a une critique, formidable de la civilisation, il y a une critique de la technique, il y a une critique du progrès, de la ville. Mais ils ont totalement échoué. Et on pourrait multiplier, Wikipédia n'est pas toujours très bien fait, mais il y a longtemps j'avais fait un article pour la revue Entropia sur justement les sources dans le socialisme utopique de la décroissance. Et quand on va regarder ce que nous appelons aujourd'hui des alternatives concrètes, je ne me rappelle plus à quel article c'est, mais dans Wikipédia, il y a quelqu'un qui a fait l'inventaire de toutes les expérimentations minoritaires du 19e siècle. C'est un travail, une base de données absolument extraordinaire. Alors, à part, je dirais, l'expérience Godin en France, qui a duré vraiment très longtemps, mais ça a duré très peu longtemps, et ça a toujours échoué très vite, et toujours à peu près pour la même raison, c'est-à-dire l'absence de conceptualisation et l'absence aussi de... Deuxième point, cet oubli, je dirais, cette ignorance historienne, elle est quand même largement alimentée par une fainéantise ou une paresse ou une ignorance, je ne sais pas comment que j'appellerais historique. On est toujours très étonné de la faiblesse du schéma historique proposé par les gens qui nous disent que la transition a commencé. Fondamentalement, moi, il me semble que... Enfin, vous savez bien, c'est ce que l'on appelle sous le nom de fable de l'essaimage, auquel on va associer un certain nombre de termes comme préfiguration, masse critique, avec un schéma qui est à peu près le suivant. Des gens vont prendre conscience
parce que j'imagine qu'ils ont, je ne sais pas pourquoi, ils prennent conscience, eux, je ne sais pas, bon, ils prennent conscience, du coup ils en rencontrent d'autres, ils font ce que Tikkun appelle une communauté terrible, donc ils se réunissent entre eux, ils font une expérimentation minoritaire, cette expérimentation minoritaire, comment dire, préfigure le monde formidable de demain et d'après, et puis comme ils sont exemplaires, évidemment ils vont essaimer et ils vont atteindre une masse critique. Là, vous avez, abusez-vous à regarder ces termes masse critique, préfiguration et essaimage. Vous allez les retrouver effectivement là-dedans. Donc, il va y avoir la masse critique. Vous savez, la masse critique, c'est ce qui permet à une minorité de faire comme si elle était la majorité, même quand elle n'est pas. Donc, c'est quand même assez pratique. Et la masse critique, comment dire, permettra à la masse des vélos de traverser le carrefour quand il y a beaucoup plus de voitures pourtant. Et à ce moment-là, on arriverait dans ce qui est, comment dire, l'acmé de ce genre de schéma, en réalité, moi que je crois anhistorique, qui est la bifurcation. On va arriver à un carrefour et là, soudain, le monde qui était embarqué dans un sens ira dans l'autre sens. Bon. Économiquement, ça s'appelle, je crois que, une pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi. De Ponzi. Pyramide de Ponzi, c'est-à-dire, alors je vais dire autrement, qui enfant ne s'est pas dit si tous les Français, mon temps c'était ça, si tous les Français me donnaient 1 franc, qu'est-ce que je serais riche? Mais comme j'avais déjà une conscience universaliste, je me disais qu'il fallait absolument que tous les Français fassent la même chose. Donc vous avez à ce moment-là un jeu à somme nulle, car si tous les Français donnent à tous les Français, comment dire, 1 franc, eh bien... personne ne s'est enrichi. Je pense réellement que la séquence prise de conscience, préfiguration, essaimage, masse critique, comment dire, bifurcation, correspond à peu près à un schéma extrêmement naïf. Vous avez le livre de Jérôme Bachet récemment, Basculement, qui continue encore à faire une variante qui est assez intéressante, mais qui continue finalement toujours à peu près ça. Donc on a historiquement une sorte de mémoire très courte que beaucoup d'expériences ont échoué. Encore une fois, je pourrais prendre des exemples très très précis des monnaies locales. Vous parlez de toutes les expériences qui existent depuis les années fin, Vorgol évidemment en premier. Elles ont toutes échoué, aucune n'a tenu. Et néanmoins, on voit des gens, ah oui, mais cette fois-ci, ça va changer, etc. etc. Bon, je pense qu'il n'est pas bon d'avoir la même arcote historienne et il n'est pas bon de croire que de toute façon, il y aura un monde historique. Après, l'apolitisme ou l'impasse politique ou l'impolitisme ou l'absence de politique dans les initiatives de transition, ce n'est pas simplement un défaut d'historicité, c'est un défaut de concept. Je pense qu'il y a une vraie paresse, comment dire, conceptuelle. Je vais me contenter, parce que le temps passe, de les évoquer. Ça ne sert à rien que je rentre non plus trop dans les détails. Moi, j'en vois 3 aspects assez facilement. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent qui est Robert Kurz. Donc, c'est le philosophe agitateur de la verte critique, donc ce qu'on appelle la théorie de la valeur. Aujourd'hui, ça s'appelle théorie de la valeur dissociation, parce qu'effectivement, la valeur, c'est le mal. Donc, ils ont rajouté un complément, comment dire, hyper féministe. Et Robert Kurz, je trouve, a une expression qui est très 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 bien. Il parle de l'impatience de la pratique. Qui ne s'est pas retrouvé dans une assemblée de décroissants, et quand on commence à parler depuis trop longtemps, vous avez quelqu'un qui se lève, qui dit bon, maintenant il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ah, action, action, et qui saute comme des cabris pour passer le plus vite possible à l'action. Moi, je mettais dans une phrase un peu méchante, ils ne sont que la variante en style idiot-utile de ce qui justifie toujours le pire chez nos adversaires, à savoir le pragmatisme. Arrêtons de réfléchir et il faut se lancer dans les actions. Moi, j'ai une formule que je mets sur mes mails un peu méchamment. Agir, là, je fais la différence entre réfléchir sans agir et agir sans réfléchir. Agir sans réfléchir, c'est le cauchemar. Réfléchir sans agir, c'est le rêve. Je dis franchement, j'assume ma formation philosophique et je préfère les nuées philosophiques et le concept. Et fondamentalement, d'ailleurs, je pense qu'une grande partie de notre opposition au monde de la croissance et au capitalisme est une opposition fainéante et paresseuse conceptuellement. Il n'y a qu'à écouter un grand nombre de débats, comment dire, dans lesquels... Alors, je ne vais pas critiquer les penseurs, mais je vais critiquer les militants, c'est-à-dire ceux, la gauche militante, ils ont, il faut bien dire, un bagage conceptuel extrêmement faible. Donc je crois qu'il y a une... Après, avançons, je vois une deuxième raison à cette impolitisme, et quiconque s'est déjà lancé dans un projet
d'ABAP, etc. Dès qu'on a commencé à dire peut-être qu'on ne va pas se précipiter, on va réfléchir, on va voir, on va discuter ensemble, etc., se fait très vite renvoyer dans les cordes par quelqu'un dans la salle qui dit oui mais ça c'est du blabla, on n'est pas des intellos, etc. Il faut y aller. Et il y a là, je vais faire mon cartésien, une précipitation, une prévention, dit Descartes, qui est, me semble-t-il, absolument catastrophique. Oui, mais si tu permets une seconde, je vois que tu parles d'expérience là, bien évidemment, hein, mais tu dis aussi quelque part qu'il est très important on n'est pas obligé de tout comprendre avant de faire, et qu'il faut faire et s'interroger en permanence. C'est pas un petit peu contradictoire avec ce que tu viens de dire? Alors, c'est pas tout mais là tu me lances sur la piste qui sont mes derniers travaux. Ah pardon. C'est-à-dire que je vais en dire un mot continue dans un temps, c'est-à-dire. Mais je pense quand même qu'il y a cette dictature de l'impatience de la pratique. On est très il existe, comment dire, dans notre nébuleuse résistante, une gauche mouvementiste, comment dire, qui, j'avais noté ici, refuse toujours de se lancer dans le chantier de la refondation idéologique. Je me rappelle avoir participé aux premières assises européennes de l'écosocialisme. C'était très intéressant, mais au fond, à part une lecture catéchiste de Marx et de la page 324 en l'édition de la Pléiade, des Condis, je ne sais trop quoi, c'était quand même assez effarant de voir à quel point le travail de refondation idéologique ne voulait pas être fait et ce qu'il fallait, c'était systématiquement agir. Après, la deuxième raison que je vois, moi, c'est, je pense qu'il y a un grand nombre, comment dire, il faut être juste aussi. Je pense que si on valide l'hypothèse que la croissance n'est pas qu'un concept, mais c'est une domination paradigmatique, comment dire, de régime, et alors il faut quand même voir que la colonisation est forte et qu'il n'est pas évident d'un claquement de doigts de se décoloniser. Et donc je pense que la décroissance en tant que telle, c'est-à-dire au sens le plus strict, c'est-à-dire le moment. Aujourd'hui, nous avons, grosso modo, à la louche, une empreinte écologique mondiale de 1,9, je crois. Pour que nous ayons un monde durable, il faudrait redescendre une empreinte écologique de 1,1, je crois. On voit bien que pour repasser de 1,9 à 1,1, il va y avoir une période que, comment dire, Timothée appelle le décrue. Moi, je pense que c'est le terme qu'il reprend. Il faut vraiment le reprendre. D'abord parce que quiconque a déjà été inondé sait qu'il préfère la décrue à la crue. Et personne, au moment où les eaux baissent après une inondation, dit « Ah, mais le mot commence par D, j'aime pas le mot décrue. » Personne dit ça. Il faut arrêter. Il n'empêche que je pense que, et ça sera le troisième point, il est très dur de penser la transition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, on ne se décolonise pas d'un imaginaire comme cela. Et donc, beaucoup, au fond, dans une décroissance, ils voient bien ce qu'il faut rejeter, ils ont des rêves, ils voient bien ce qu'il faut projeter, mais le petit passage, là, que moi, stricto sensu, j'appelle la décroissance, c'est-à-dire comment on va faire pour revenir démocratiquement à un monde qui va redevenir stationnaire, il n'est pas facile à penser. Et c'est pourquoi un grand nombre de personnes qui sont engagées dans la transition, et c'est ce à quoi fait allusion l'atelier paysan, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ne se posent pas l'action de la transition, mais ils la sautent. C'est Camus qui parlait d'une métaphysique du saut, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se poser la question, on va directement dans l'autre monde. En fait, c'est une sorte de Sisyphe saute-mouton qui directement, comment dire, atteint le sommet, directement ressaute en bas, mais ne fait pas la lente et pénible montée et encore plus dangereuse, comment dire, descente. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de gens qui, je dirais, sont enthousiastes, sont parfaitement conscients de ce qu'il faut rejeter, sont parfaitement enthousiasmés par le projet, mais la difficulté de penser la transition, et donc, comme je veux dire, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la problématique. On a énormément d'analyses qui conceptuellement sont réductrices. Donc on va la réduire à un seul paramètre. Donc on ne va pas voir la dimension systémique. Bon, j'écoutais, je suis un peu insomniaque, mais l'autre jour sur LCP, il y avait l'intervention de Jean Covici, comment dire, à l'Assemblée nationale, dans je ne sais plus quelle commission. C'est brillant, c'est très informé, c'est absolument formidable, mais il réduit tout à l'énergie.
Oui. C'est-à-dire que c'est un décroissant, et lui il a fait son coming out décroissant, il dit qu'il est décroissant, mais il réduit uniquement à la variante énergie. Quand on voit bien la conséquence, c'est que quand on réduit, je dirais, la problématique à un seul paramètre, comme il le fait brillamment, absolument brillamment, alors il ne voit pas la question politique. Et c'est ce qui fait qu'il va pouvoir défendre, par exemple, une position pro-nucléaire, parce qu'il ne voit pas que le nucléaire est un monde politique. Et que le monde qu'il prétend critiquer comme étant celui de la croissance, en réalité, c'est le même monde qui est le monde du nucléaire. Maintenant, il prétend sauver, en quelque sorte, une main droite nucléaire, tout en, avec une main gauche, critiquer... Il réduit l'énergie au carbone. Et il réduit, je l'avais dit aussi, certains qui réduisent le carbone. On voit comment certains vont réduire la biodiversité. Encore une fois, c'est une question qui est très très importante, mais on ne peut pas réduire les dégâts et ce qui nous justifie notre rejet de la croissance à la question de la biodiversité. Et vous le savez tous, moi je suis abonné au journal Le Monde, donc j'ai accès aux commentaires du Monde. Quand il y a, un article sur la décroissance, vous avez grosso modo 3/4 d'articles qui sont contre, vous avez 1/4 qui sont plutôt favorables, mais dans le quart qui est favorable, la grande majorité, la décroissance, nous avons là Michel Sorouille qui ne manque pas d'intervenir, c'est la décroissance démographique. C'est la décroissance démographique. Et c'est typiquement ce que moi j'appelle en tout cas l'argument paresseux. C'est-à-dire, ah oui, si nous étions moins nombreux. Ah bah oui, on voit bien que si nous étions moins nombreux, pour certains d'entre vous connaissez peut-être le regretté et adorable Michel Cullus, ici parisien, mais Michel Cullus lui disait qu'il fallait descendre à 600 millions. Tu me dis démocratiquement, comment tu fais, et tu me dis, 2, comment tu choisis. Ça va pas être évident. Et on voit bien comment la question démographique, et même quand vous prenez par exemple le formidable travail qui a été fait par Momentum sur un scénario de décroissance pour la région Île-de-France, ils commencent dans leurs hypothèses de départ par dire, bon, hypothèse de départ, la population dans l'Île-de-France, elle est 2 fois moins. Ah oui, là tu t'es facilité grandement le problème. On est post-effondrement. Hein, et voilà. Et donc on a sauté. Alors c'est très intéressant, c'est absolument passionnant. Mais la question de oui, mais comment tu as fait? Tu les as virés? Tu les as renvoyés en Afrique? Je fais un peu de provocation. Comment tu fais? Ou au Larzac, parce qu'il vaut mieux, paraît-il, le Larzac. C'est une vieille phrase de quartier. Comme ça. Après, la troisième raison pour laquelle il y a cette impasse politique, donc l'impatience de la pratique, les facilités qui fait qu'on saute d'emblée dans le monde d'après. J'aurais pu dire, mais je n'ai pas le temps, la collapsologie se met quasiment toujours dans le monde d'après. C'est des choses très très intéressantes dans la collapsologie, mais en gros l'effondrement est une sorte de court-circuit de ce que serait une transition. Hein, ça évite véritablement de penser. La troisième raison, moi je crois que l'un des aspects les plus efficaces de la colonisation par l'idéologie ou le monde de la croissance, c'est l'individualisme. C'est-à-dire la victoire, et je vais revenir à ce que tu as évoqué tout à l'heure, Denis, la victoire de ce que Dofrio appelle l'horizontalisme. L'horizontalisme, c'est-à-dire au fond ce règne de l'équivalence généralisée, non seulement tout est marchandisable et donc tout pour recevoir un équivalent monétaire, mais au fond tout se vaut. C'est des thèses assez intéressantes défendues par Onofrio justement, qui expliquent que le monde libéral qui se met en place dans les temps modernes, c'est ce monde dans lequel au fond les institutions, dans un sens très très large, n'ont pas du tout à prendre en charge le sens de la vie privée. Il s'agit juste de fournir les conditions de la survie, la survivance, comme il dit, et c'est à chacun, individuellement, dans une hypothèse libérale, de s'occuper de sa propre vie. Et du coup, nous obtenons ce que nous, à la maison de la commune de la décroissance, nous appelons la vie en société. C'est-à-dire, la vie en société, nous le distinguons de ce que l'on appelle la vie sociale. Ce que nous appelons vie en société, c'est tout simplement un monde dans lequel les individus vivent les uns à côté des autres. Donc il y a bien là quelque chose de social, mais c'est une société extrêmement pauvre, réduite, à tenter de se relier. Il faut quand même rappeler que si on a besoin d'outils numériques pour se relier, c'est parce qu'auparavant les gens ont été séparés. On ne peut avoir besoin de relier que des gens qui sont préalablement séparés. Dans une conception que nous défendons à la MCD de la vie sociale, nous adorons les vieilles définitions de Mauss et de Durkheim, à savoir que ce que nous appelons société, c'est ce qu'un individu trouve quand il naît, c'est-à-dire comme condition préalable à sa propre existence. La coexistence précède l'existence. Et donc cet horizontalisme, justement, en général, il est assez intéressant. Dans un premier temps, il est intéressant parce qu'il permet de critiquer le verticalisme descendant.
Et ce verticalisme descendant, en disant nous savons, nous avons une idéologie, nous sommes l'avant-garde éclairée. Hein. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui, on sait, peut justifier le pire, puisque si je dérive de l'anarchisme libertarien. Voilà, oui, voilà, oui. exactement. Et donc, ça, c'est quand même assez embêtant. Le problème, c'est qu'il faut refuser un faux débat dans lequel nous n'aurions le choix qu'entre un verticalisme descendant et un horizontalisme. Et moi, il me semble qu'il y a de la place, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, moi, c'est ce que je défends maintenant, ce que j'appelle les savoirs remontants, c'est-à-dire qu'à partir de la pratique, quiconque s'est lancé dans un projet pratique sait qu'il y a un moment de frottement, et ces frottements, ils méritent discussion, ils méritent conceptualisation, ils méritent que l'on soit capable de faire une réflexion philosophique, et à ce moment-là, effectivement, on va produire. Alors, j'ai fait une conférence l'autre jour chez, comment ça s'appelle, les héritiers de Bernard Stiegler à Beaubourg. Donc j'appelais ça la renéotisation. Parce que quand vous lisez les deux Stiegler, il y a tous les trois mots. Non, pardon, toutes les phrases, il y a trois mots que vous ne comprenez pas. Donc je me suis amusé à faire un truc dans lequel je mettais des mots que je ne comprenais pas. Bon, ils ont trouvé ça très très bien d'ailleurs. Donc j'appelais ça la renoétisation, comment dire, ascendante. Effectivement. Bon, ça veut dire tout simplement qu'on est quand même, il n'est pas interdit de réfléchir quand on est lancé dans la pratique. Et là, on voit bien comment on peut produire du concept à partir de la pratique. Sur cette difficulté à penser, en fait, ce chemin qu'on se connaît depuis 2008 avec Michel, et moi, j'ai pas un cursus philosophique, mais et on est plusieurs à avoir cheminé ensemble sur cette question de la décroissance, et on voit bien que c'est difficile de penser, parce que de la part de nos parcours aussi, on n'a pas forcément cette habitude de quand même conceptualiser, problématiser, bon, argumenter, ça, mais c'est quelque chose qui demande du temps. Et effectivement, on est dans une société où on veut consommer tout de suite, on veut mettre en pratique tout de suite les idées, et cette question du temps qu'on s'accorde pour penser la décroissance, et sachant que c'est difficile de penser la décroissance comme transition. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est peu nombreux à être décroissants, mais parfois, et souvent on entend dans nos rencontres, ah oui, mais il y a autant de décroissance que de décroissants. Et là, ça pose un léger souci, c'est que s'il y a autant de décroissance que de décroissants, qu'est-ce qui est commun, quoi. Mais on peut quand même s'accorder sur le fait qu'il y a trois grandes familles de décroissants. Il y a les décroissants qui vraiment rejettent le monde dans lequel on est. Donc on a les anticapitalistes, les antiproductivistes, les antinucléaires, on peut faire la liste de tous les anti. Donc on est la décroissance comme un rejet. Hein. Alors, on a trois phases. Hein. Rejet. Un rejet de la modernité chez les décroissants de droite, par exemple, non? Et même chez nous. Donc être décroissant, c'est être contre tout ce pourquoi est la croissance. Et puis, alors, on n'est pas nombreux à le... je viendrai plutôt à ce deuxième point après. On a un ami commun qui s'appelle Vincent Léger, qui a publié un bouquin chez Utopia sur la décroissance comme projet. Être décroissant, c'est rêver d'une société revenue à échelle humaine, fondée sur les valeurs de responsabilité écologique, de décence sociale, d'émancipation personnelle, de partage, de sobriété. Et puis, il y a la décroissance comme trajet. C'est l'option de la maison commune de la décroissance. Car on a le rejet, on rejette cette société, on a un projet, mais comment on voit eh bien, c'est le trajet. Donc la décroissance comme trajet, il va bien falloir une transformation radicale entre ce rejet et ce projet de nos modes de vie, dont la boussole politique impérative sera la soutenabilité écologique. Et pour aller dans une définition en complément de celle que tu as lue au démarrage, au sens strict, la décroissance politique est la décroissance comme trajet. C'est l'ensemble des mesures politiques qui devraient permettre de repasser démocratiquement sous les plafonds de la soutenabilité écologique afin de retrouver des modes de vie décents socialement et responsables écologiquement. Donc, comment on fait pour ne pas esquiver cette question du trajet, cette transition? Alors, juste pour l'anecdote, pas qu'une anecdote, c'est que les Amis de la Terre, eux, ils affirment la question de la décroissance, et dans leur manifeste pour des sociétés soutenables, position pour des sociétés soutenables, le deuxième chapitre, c'est la décroissance
comme condition de la transition. Donc Michel, si tu veux bien nous dire en quoi la question du trajet, c'est... On a encore 10 minutes environ et après on va sauter. La distinction entre rejet, projet et trajet, en fait, l'idée c'est bon, moi je pense que si on veut effectivement porter la décroissance, il faut porter une décroissance politique. Si on veut porter une décroissance politique, il faut poser la question du trajet. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a des amis qui sont proches, amis que l'on fréquente, qui, comment dire, ont du mal à penser, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, la question du trajet. C'est pourquoi il me semble qu'il est important d'ouvrir quand même et de dire ah non, toi tu es uniquement dans le rejet, donc tu n'es pas un décroissant. Je pense qu'il faut être bienveillant et ouvrir effectivement et voilà, parce que sinon là on s'enferme totalement. Sur la question du projet, Fleur, qui est l'autre porte-parole, plus actif que moi, comment dire, de la maison commune de la décroissance, travaille aussi à l'observatoire de l'OPCD, l'Observatoire de la post-croissance et de la croissance, et vous êtes en train de préparer. Alors, je ne sais pas si on dit des MOOC ou des MOOC. On dit des MOOC. Donc, oui, mais MOOC, moi, si on avait aimé le MOOC auparavant, c'est parce que ça faisait... Et puis non, puis ça faisait des moqueurs. Donc c'est uniquement pour ça que nous avions choisi de s'appeler MOOC, c'est parce que c'était pour se moquer. Hein, Bon, mais, donc on dit MOOC, alors les MOOCeurs. Et effectivement, vous prévoyez pour le moment d'articuler ça, et je trouve qu'effectivement, je ne crois pas qu'il faille dire que la décroissance est un projet, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Je crois que, et ça Timothée l'a beaucoup repris, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, je pense qu'il est bon de distinguer entre le monde dans lequel nous sommes, le monde de la décrue, qui va être le monde de la décroissance, et puis quelque chose qui pourrait être un monde de stabilité des stationnaires, qu'aujourd'hui on valide sous le nom, on décide de le prendre en commun, sous le nom de post-croissance. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de la croissance, nous aimerions avoir une parenthèse la plus courte possible de décroissance pour obtenir ensuite. Donc le projet aujourd'hui, je crois qu'effectivement, il faut vraiment le porter sous le nom de post-croissance. Il n'empêche qu'effectivement, ce n'est absolument pas évident de penser. Et c'est pourquoi, alors là je reviens maintenant au livre, parce qu'il faut quand même dire, même si on a dit qu'on ne voulait pas trop en parler, mais quand même, le livre, on dit un mot. Donc, le livre est constitué de deux parties. Une deuxième partie qui consiste en ce qu'on appelle les déclinaisons. Et nous adorons ce mot-là parce qu'il a un multiple sens. Il est d'abord dans le livre de Georges Scorogen, comment dire, la traduction de decline, le déclin, et que les traducteurs n'ont pas voulu prendre en mettant le mot déclin, et c'est pourquoi ils ont mis le mot, comment dire, décroissance. Donc, bon. Et puis après, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie et qui ont entendu parler d'Épicure, ils savent ce que c'est que le clinamen et ce qu'est la déclinaison et le rôle que peut avoir la déclinaison dans une philosophie dans laquelle il faut qu'il y ait quand même de la liberté, même si tous les atomes chutent parallèlement sans se toucher. Il faut qu'à un moment il y ait une petite inflexion, et c'est ce clinamen qui s'appelle une déclinaison. Donc voilà, ça c'est, je pense, très très important si on veut défendre la volonté, la place de la volonté, le volontarisme, si on veut que la décroissance soit un volontarisme et soit pas quelque chose d'inéluctable. La déclinaison, c'est aussi cette petite variation qui peut, comment dire, changer les choses. Donc, dans une deuxième partie, nous avons ces 16 propositions que nous appelons des déclinaisons, et dans une première partie, c'est une première partie, je dirais, socratique. Je ne l'ai pas dit à mes co-auteurs, hein, mais c'est une première partie socratique. Tu l'as vu, on l'a vu. Ah oui, je l'ai mis là. Tu le connais mieux que moi. Et donc, oui, c'est un moment socratique, c'est-à-dire que quand vous lisez, comment dire, alors bon, ce qu'on appelle les dialogues de Socrate, qui sont les dialogues de Platon, mais vous avez toujours ce premier moment où, fondamentalement, Platon-Socrate, faisons semblant, Platon-Socrate passent leur temps, son temps, c'est le même, comment dire, à essayer de dire à la personne qui est en face, en fait, tu crois savoir, mais tu ne sais pas. Et tant que tu n'as pas atteint ce premier moment propédeutique, il faut que tu reconnaisses que tu ne sais pas, alors on ne peut pas se lancer dans le deuxième moment, qui va être le moment de la reconstruction. Ce moment de la reconstruction. Et donc, le premier moment est un moment, comment dire, socratique, de vous croyez, nous croyons, nous partageons, nous portons. Et malheureusement, ce sont des idées, comment dire, reçues. Si j'étais plus rousseauiste, plutôt que platonicien, j'aurais dit que c'est un moment de déconstruction. Je sais pas que vous avez vu que ma référence est à Sandrine, pas à Jean-Jacques. mais le premier moment est un moment de déconstruction. Et de déconstruction.
Mais il n'y a pas que les idées reçues, parce que aussi, il y a Alors, mal alors voilà. entendu. Et c'est là où nous nous sommes aperçus qu'en fait, il fallait pas tout mettre dans le même sac et distinguer entre... Alors, on a pas mal discuté pour trouver les termes, ça a beaucoup changé. Je ne sais pas si le framapad existe encore, ou c'était barré, etc. Pour trouver les mots pour dire. Donc, nous appelons clichés les idées reçues portées, on va dire, par les réticents à la décroissance, qui pour l'essentiel, on peut le dire quand même, on peut en trouver quand même un grand nombre dans la gauche mouvementiste. C'est-à-dire que quand nous critiquons la technique, quand nous critiquons le progrès, effectivement, moi quand j'entends aujourd'hui certaines personnes qui disent qu'ils sont du côté des progressistes, je ne suis pas sûr que je suis aussi enthousiaste que ça à être du côté des progressistes. Je ne suis pas sûr à ce point-là que je rêve que ma conférence soit transformée ou multipliée par hologramme. Je ne suis pas sûr que ça soit véritablement quelque chose qui me fascine. Je ne suis pas sûr que ni la mer, ni l'espace, ni le numérique soient les trois domaines, comment dire, à conquérir. Pour ceux qui savent de quoi je parle, bon, c'est les projets, comment dire, les plus enthousiasmants de la France insoumise. Bon, il y a quelques difficultés là-dessus. Et c'est vrai que c'est, je dirais, chez nos bons vieux amis marxistes de la catéchèse marxiste, que nous avons le retour dans la... Alors, donc les idées reçues que nous avons choisies. Alors on en avait beaucoup, hein. Ouais. On a trié. Juste, Timothée, dans sa thèse, il a un chapitre 7 consacré aux idées reçues, en tout cas à des clichés et tout ça. Il y a 40 pages de... Et c'est le dernier chapitre de son livre. Ouais. 40 pages. Et c'est vrai que c'est beaucoup cette gauche progressiste qui nous fait le reproche, la décroissance c'est une affaire de riches, la décroissance est de droite, la décroissance est technophobe, ne faisant pas les distinctions entre misère et pauvreté, la décroissance c'est plus de misère. Alors parce que nous défendrons la pauvreté, nous défendrions comment dire, la misère, nous sommes quand même capables de faire la différence entre la misère quand on manque du nécessaire et la pauvreté quand on manque du superflu. Oui, nous sommes pour la pauvreté volontaire. Non, nous sommes absolument opposés. Et donc ça, c'est les clichés. Et puis, l'autre partie, c'est effectivement les malentendus. Et les malentendus, là, même nous les avons portés, nous les avons écrits. Ce sont des gens qui sont favorables à la décroissance, mais qui ne vont pas jusqu'au bout, je dirais, de l'élan conceptuel, dans la décolonisation qui... me semble-t-il, déconstruisant. Le projet de la déconstruction, quand on regarde bien, il est cartésien. Je sais que ça les ferait bondir, les déconstructivistes, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas du tout cartésiens, mais relisez Descartes. Bon, avant de bâtir un nouveau, bâtiment, je vais quand même refaire les fondations, je vais repartir, je vais déblayer, et puis, etc. Hein, donc, et donc là, nous avons un certain nombre de malentendus, et ces malentendus, je les ai déjà plus ou moins évoqués. C'est des malentendus qui ont toujours, pour moi, deux grandes familles. Il y a deux grandes familles de malentendus. Il y a des malentendus qui portent sur le nom. Le nom est mal choisi, ou il faut dire objection de croissance, ou comme dit Paul Ariès, je ne suis pas un fétichiste du vocabulaire, on peut dire un mot ou un autre, au fond, c'est pas très important. Ah bon, d'accord, il me semblait que pour communiquer, il fallait que nous ayons des mots communs, mais si, après tout, bon. Donc, un grand nombre des malentendus sont portés par, effectivement, une sorte de flou sur le vocabulaire. Et puis la deuxième source de malentendus, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la fable des colibris, c'est-à-dire la fable de l'essaimage, et que petit à petit le colibri se fera brûler les ailes dans l'incendie, il fera qu'un aller, il ne fera jamais trop tôt, je rappelle quand même. Cuit, c'est éclaté, le colibri. Non, mais on peut le dire. Il y a des gens qui adorent et pour qui c'est mobilisateur, mais c'est quand même très très pauvre. Ce sont tous ces scénarios paresseux. Et là, ça aurait été intéressant, mais je n'ai pas le temps de le faire, de faire un inventaire de tous les scénarios possibles qui peuvent exister quand on essaie de se projeter justement dans une sortie du monde de la croissance, les stratégies de renversement, les stratégies de basculement, et je ne crois pas que ce sont des stratégies, ce n'est qu'un scénario d'effondrement. Et donc, bon, là,
tu viens de me dire en même temps. Si on veut pouvoir si s'y arriver un peu. Donc on avait un quatrième module qui était effectivement pour faire la décroissance comme transition, dans lequel nous présentons ce qu'on appelle effectivement les déclinaisons. Tu en dis un mot, Thierry? En fait, on s'est dit comment on pourrait justement élaborer des pistes par rapport à ce trajet de décroissance. Et on s'est dit, on va trouver le fil conducteur de extraction, production, consommation, distribution, consommation, excrétion. Et donc on a listé les déclinaisons un peu en suivant ce fil-là. Et on est arrivé à 16 déclinaisons. Est-ce que Michel, tu pourrais en dire? Alors, allez, juste les 3 ou 4 qui nous paraissent, et on pourra développer ensuite. Voilà. On essaie, c'est-à-dire qu'on commence par, le temps sur le ralentissement, on finit par l'espace sur la notion de terrestre, et on propose dans cet ordre-là effectivement 14 déclinaisons. On en avait plus de 40 au départ. Hein. Bon, on élimine, on ne fait pas un livre complet, on fait un livre, comme dit Timothée, qui est un livre, comment il dit, le truc outil là, ou je sais pas comment on dit, un couteau suisse. Un couteau suisse. Un couteau suisse. Un couteau suisse. Dans sa préface. Voilà, il y a un couteau suisse. Voilà, c'est un couteau suisse, donc on peut lire presque dans tous les sens. Donc on veut un livre qui ne soit pas non plus intellectuellement inaccessible. C'est un livre érudit, mais qui n'est pas un livre d'expert. Hein, c'est un livre qui est conceptualisé, mais qui, ne se perd pas non plus dans les méandres de la philologie décroissante. Donc on a s'extraire de l'extractivisme, réensauvager la nature, réempaysanner l'agriculture et l'élevage, l'écologie du démantèlement, l'écoféminisation, les démarchandisations, la réduction du temps de travail, plafonner les richesses, les consommer, démobilité, démétropolisation, déconnexion, prendre soin de prévenir plutôt que de guérir, sortir du monde des nucléaires. Moi, si je dois en choisir un, je dis franchement, celui qui m'a le plus intéressé de travailler, je n'ai pas vu le livre, je ne sais pas si vous l'avez, j'espère que vous l'avez, c'est le livre sur l'écologie du démantèlement de les trois auteurs de Diego Landivar, Emmanuel Monin et puis Monet, etc., qui s'appelle Héritage et fermeture, ou fermeture et héritage. Ouais, on a fait une rencontre. Héritage et fermeture, et leur livre est absolument je trouve très 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 important, même s'ils n'emploient pas le mot décroissance, ils emploient le mot de redirection, mais on a eu l'occasion déjà d'échanger et de dire qu'on s'en fiche complètement et on est entièrement d'accord. Cette idée du démantèlement, je trouve que c'est quelque chose de très très important. Concrètement, ça part d'une réflexion sur le nucléaire, c'est-à-dire que il n'existera, on ne sortira pas du monde du nucléaire. C'est bien qu'il existait un réseau qui s'appelait sortir du nucléaire. Mais non, on peut arrêter le nucléaire, mais je vous promets qu'on ne va pas sortir. C'est là quand on fait la distinction entre le X et le monde du X, et c'est-à-dire quand on fait la distinction entre le nucléaire et le monde du nucléaire. Non, on peut arrêter les centrales nucléaires. Je vous promets qu'on ne sort pas du monde du nucléaire. Pourquoi? Parce que précisément, nous allons hériter des centrales, nous allons hériter des déchets, nous allons hériter en plus des X-Min et de leur dictature. Bon, donc, non, mais, puisque concrètement, c'est comme cela que ça s'est monté. Et donc, ils ont ce cas pratique de, quand bien même nous démantèlerions une centrale nucléaire, il faudra faire avec la centrale pendant des siècles et des dizaines de siècles. Et du coup, ils ont produit un concept qui me semble très 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 important. Nous adorons dans nos milieux parler des communs, même quand on est totalement nombriliste et individualiste, on adore le monde des communs. Et eux disent, attendez, vous savez, les communs, c'est pas toujours formidable. Une grande part des communs dont nous allons hériter, ce que, Natsing appelle les ruines du capitalisme, quand bien même nous arriverions à sortir du capitalisme, nous allons hériter des ruines du capitalisme. Et une grande part des communs seront des communs négatifs. Et ils apportent ce concept de commun négatif, qui est un concept qui me semble extrêmement puissant, à savoir que... alors, dans ces communs négatifs, il n'y a pas que des choses matérielles comme une centrale. Il y a le patriarcat. Pour prendre un exemple, c'est-à-dire c'est pas comme cela, d'un claquement de doigts, que nous allons nous décoloniser. Et donc, et je termine là-dessus, mais il me semble que dans le livre, et là
vraiment, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils ont écrit. C'est pas un livre très facile à lire, c'est inégal, parce qu'il y a 3 parties différentes sur les 3 auteurs. Bon. Mais c'est cette idée que, effectivement, il y a dans les ruines du capitalisme des ruines dont on peut pouvoir immédiatement se passer. Je ne sais pas, moi, les hypermarchés, la publicité, ça. Et puis, il y en a avec lesquels, comment dire, on va faire avec dans des formes atténuées. Et puis, il y a, on va faire avec, mais c'est une absolue catastrophe. Mais c'est des friches industrielles, par exemple. Qu'est-ce que ça va devenir, etc. Et là, il y a une réflexion dans l'écologie du démantèlement qui me semble, conceptuellement, est aujourd'hui l'entreprise la plus intéressante pour penser la décroissance comme transition politique. Bien.